Merci, Madame Coste, de m'accueillir pour parler de cette décoration laotienne. Merci Pascal de Porquet de Thomas d'être venu jusque chez moi. C'est un plaisir de parler des palmes académiques. Vraiment, un plaisir. Voilà. Vous savez, ce qui est vraiment fascinant, c'est de voir comment un tout petit objet, une médaille qu'on pourrait croire anodine comme une simple décoration, peut en réalité être une sorte de capsule temporelle, un micro-musée qui raconte toute une culture. Et aujourd'hui, on a un exemple juste parfait, la médaille de l'instruction publique du Laos. Oui, et pour préparer cette discussion, on a mis la main sur une foule de documents qui décortiquent la symbolique de cette médaille dans les moindres détails. Et c'est une vraie mine d'or. L'idée, ce n'est pas juste de la décrire, mais de déchiffrer ensemble chaque symbole pour comprendre ce qu'elle nous dit de l'histoire, la spiritualité et l'identité du Laos. C'est un voyage en soi. Exactement, un voyage. Alors, pour bien poser les bases, on parle de la médaille de l'instruction publique du Laos. Ça, c'est le nom officiel. C'est ça. En Lao, c'est Liang Kunawiti Enkengsuka. Elle a été créée le 24 février 1955 et comme son nom l'indique, elle vient récompenser les services rendus à l'éducation. Tout à fait. Elle existe en 3 classes et visuellement, elle est assez riche. Il y a une couronne royale tout en haut, une couronne de fleurs, un buste au centre et un ruban très coloré. Le dos, par contre, est complètement lisse, il n'y a rien. Et juste avant qu'on plonge dans les détails, il y a une chose qui me frappe. Pourquoi créer une médaille aussi prestigieuse, aussi travaillée juste pour l'éducation? C'est un geste très fort, n'est-ce pas? C'est un geste politique et culturel majeur. Il faut se remettre dans le contexte. En 1955, le Laos, c'est une jeune nation qui se construit. Alors consacrer une décoration aussi symbolique à l'instruction, ce n'est pas du tout anodin. C'est une façon d'affirmer que le savoir, la connaissance, la transmission, c'est au fondement même de la nouvelle identité nationale. Le simple fait que cette médaille existe, c'est déjà un message en soi. C'est un point absolument crucial. Alors commençons par le haut, si vous le voulez bien. On voit cette couronne dorée, très ornée, qui surplombe tout le reste. On dirait une couronne de roi. C'est exactement ça. Le terme technique, c'est makuta. C'est la coiffe royale par excellence. Dans une grande partie d'Asie du Sud-Est, on la retrouve sous différentes formes au Cambodge, en Thaïlande, en Malaisie, en Birmanie. Elle symbolise directement le pouvoir monarchique, la souveraineté. Sa présence ici ancre la médaille dans l'autorité du royaume. D'accord. Donc c'est un symbole de pouvoir politique. Mais est-ce que ça s'arrête là? Souvent, ce genre de symbole a des racines bien plus profondes. Vous avez tout à fait raison. Et l'origine de la makuta, elle est fascinante. En fait, elle dérive d'une coiffe encore plus ancienne, la jata makuta. Ça représente les cheveux longs et emmêlés d'un ascète, relevé en une sorte de chignon conique. C'est un attribut de divinité hindouiste et bouddhiste très puissant. Attendez une seconde. Donc la couronne du roi, à l'origine, c'est la coiffure d'un ermite. C'est paradoxal. Ça l'est en effet, mais il est très significatif. Ça crée un lien direct entre la royauté terrestre et la puissance spirituelle, voire divin. Le roi n'est pas simplement un chef administratif, il est investi d'une légitimité sacrée. En plaçant ce symbole au sommet de la médaille de l'instruction, on suggère que l'éducation est placée sous le patronage de la plus haute autorité qui soit, une autorité à la fois politique et spirituelle. C'est limpide. Juste en dessous de cette couronne royale, il y en a une autre, de fleurs cette fois. Elle encercle la partie centrale. On sait de quelle fleur il s'agit? Oui, et le choix n'est tout sauf anodin. Ce sont des fleurs de frangipanier, Plumera pour les botanistes. Mais elles sont surtout connues au Laos sous le nom de Dok Champa. C'est un des emblèmes nationaux du pays. Mais le détail vraiment crucial, celui qui ouvre une toute nouvelle dimension, c'est leur nombre. Si on les compte bien, il y a exactement 32 pétales sur cette couronne.
32? Ah non, ça, ce n'est sûrement pas une coïncidence. Qu'est-ce que ce chiffre représente exactement, 32? C'est au cœur d'une croyance animiste, une des plus profondes du Laos. Selon la tradition, chaque être humain est habité par 32 âmes, ou esprits gardiens. On les appelle les Kwans. Et chacun de ces Kwans protège une partie différente du corps ou de l'esprit. Quand une personne va bien, qu'elle est heureuse, en bonne santé, c'est que ces 32 Kwans sont là, en harmonie. Et donc, si on est malade ou qu'on a de la malchance, c'est qu'une des âmes s'est échappée. C'est tout à fait l'idée. Une âme peut s'échapper à cause d'un choc, d'une peur ou juste s'égarer. Et c'est pour ça qu'il existe une cérémonie très importante au Laos, le Bassi. On l'appelle aussi Sukwan, ce qui veut littéralement dire rappel des âmes. Et j'imagine que le frangipanier, le Dok Champa, il joue un rôle important. Un rôle absolument central. Le Bassi, on le pratique à toutes les étapes importantes de la vie. Une naissance, un mariage, un départ en voyage, pour guérir d'une maladie. Et au cœur du rituel, on utilise les fleurs du Dok Champa pour rappeler les âmes et les lier symboliquement au corps de la personne avec des petits fils de coton. La fleur est donc intimement liée à la vie, au bien-être, à la protection et à la longévité. Donc ce n'est pas juste qu'une jolie fleur, c'est un symbole que chaque Laotien comprend et ressent de manière immédiate. Est-ce qu'on la retrouve aussi dans un contexte public, plus collectif? Absolument. Pendant le nouvel an Lao, Bum Pimai Lao, on prépare de l'eau lustrale. On y fait macérer les fleurs de Dok Champa. On utilise ensuite cette eau parfumée pour asperger les statues de Bouddha, mais aussi les moines, les aînés en signe de respect et de bénédiction. C'est un geste de purification. La fleur est partout, dans les cours des temples où on dit qu'elle abrite les esprits, dans les parcs, et même le long de la grande avenue Lan Nen Sang à Vientiane. C'est fascinant de voir à quel point elle est entrée localement. Mais le nom frangipanier, ça ne sonne pas très laotien, n'est-ce pas? C'est une excellente remarque. Le nom est complètement européen. Il viendrait d'un marquis italien du XVIe siècle, Musso Frangipani. Il avait créé un parfum très populaire pour les gants à base d'amandes amères. Et quand les Européens ont découvert cette fleur aux Caraïbes, son parfum leur a rappelé celle des gants de Frangipani. Et le nom est resté. Ça, c'est fou. Le nom de cette fleur si sacrée au Laos vient d'un noble italien qui voulait que ses gants sentent bon. C'est une rencontre assez improbable entre la parfumerie de la Renaissance et la spiritualité laotienne. Ça montre comment les histoires, les cultures se croisent de manière inattendue. En effet. D'ailleurs, la fleur n'est pas que spirituelle ou décorative. Elle a des vertus médicinales et elle est même comestible. On en fait des beignets, un mets assez raffiné, paraît-il. C'est le genre de détail qui rend tout ça encore plus concret. Bon, on a parlé des couronnes, la royale et la fleurale. Et cette couronne de fleurs, elle entoure ce qui est vraiment le centre de l'attention, ce buste doré sur fond de maille bleue. On y voit un personnage avec plusieurs visages. Qui est-ce, ce personnage? Il s'agit du dieu créateur de l'hindouisme, Brahma. On voit bien ces trois visages de face, et la tradition nous dit qu'il en a un quatrième tourné vers l'arrière. Brahma, le créateur? Mais pourquoi 4 têtes? C'est une représentation assez unique. Et je crois savoir qu'il y a une histoire là derrière. Une histoire qui explique pourquoi il en aurait perdu une 5e. Exactement. C'est un mythe fondamental qui explique non seulement son apparence, mais aussi pourquoi il est si peu vénéré aujourd'hui malgré son statut de créateur. La légende raconte qu'après avoir créé l'univers, Brahma a fait naître une femme d'une beauté éblouissante, Shatarupa, pour l'aider. Mais il est tombé éperdu et obsessionnellement amoureux. Et son regard est devenu un peu trop insistant, c'est ça? C'est le moins qu'on puisse dire. Gêné, Shatarupa essayait de lui échapper. Elle se déplaçait sur sa gauche et hop, une nouvelle tête poussait sur le côté de Brahma pour pouvoir continuer à la fixer. Et elle allait à droite et une autre tête apparaissait derrière lui. Une 4e tête surgissait.
Il était absolument déterminé à ne jamais la quitter des yeux. Ah oui, et là, ça devient vraiment problématique. Comment est-ce que ça se résout dans cette histoire? Dans un dernier effort, pour lui échapper, elle s'est élevée dans les cieux, au-dessus de lui. Et instantanément, une cinquième tête est apparue au sommet de son crâne, regardant vers le haut. C'en était trop. Désespéré, Shatarupa a imploré l'aide de Shiva, une autre divinité majeure. Et Shiva, en général, il ne fait pas dans la demi-mesure. Pas du tout. Furieux de cette conduite indigne de la part du Créateur du monde, Shiva, dans un geste de colère sacrée, a tranché la cinquième tête de Brahma. Et la punition ne s'arrête pas là. Il l'a maudit. Il a décrété qu'à cause de son acte impur, personne ne lui rendrait plus jamais de culte. C'est pour cette raison qu'il n'existe quasiment aucun temple dédié à Brahma dans le monde hindou. Quelle histoire! Et depuis, que fait-il avec ces 4 têtes restantes? En signe de repentance éternelle, la tradition veut que Brahma récite continuellement les 4 grands textes sacrés de l'hindouisme, les Védas. Un de chaque bouche. Et c'est là que le lien avec notre médaille devient fascinante. Ces 4 visages ne symbolisent plus son obsession, mais la connaissance ultime, la source de tout savoir sacré. Quel meilleur symbole pour une médaille de l'instruction publique? C'est absolument parfait. On a donc une divinité hindoue qui symbolise le savoir, entourée de 32 pétales de frangipanier qui représentent les âmes de la croyance animiste laotienne. Le tout coiffé d'une couronne de la monarchie bouddhiste. C'est un véritable concentré de syncrétisme. On voit toutes les couches de l'identité laotienne fusionnées en un seul objet. C'est une synthèse brillante des grandes traditions qui ont façonné le pays au fil des siècles. D'accord, on a décrypté toute l'iconographie de la médaille, mais il reste un élément, le ruban. Les couleurs sont très frappantes, les dimensions n'ont rien de particulier, mais ce sont surtout les couleurs qui nous intéressent. Une large bande violette au centre, encadrée par 2 bandes rouges. Ça fait penser à un drapeau, non? C'est une excellente intuition. Pour comprendre le symbolisme du ruban, il faut d'abord regarder celui du drapeau national laotien. Le drapeau actuel, conçu en 1945 par le grand érudit Mahasila Viravong, a 3 bandes, 2 couleurs rouges en haut et en bas, et une bande bleue plus large au milieu, avec un grand disque blanc au centre. Et chaque élément a sa propre signification, je suppose. Oui, et c'est très poétique. Le rouge symbole le sang versé du peuple pour son indépendance. La bande bleue centrale représente le grand fleuve Mékong, l'artère qui donne vie au pays. Et le disque blanc, c'est à la fois la pleine lune qui se reflète sur le Mékong et un symbole de l'unité du peuple lao. C'est très clair. Alors revenons à notre ruban. On a bien les 2 bandes rouges sur les côtés, donc on garde l'idée du sacrifice. Mais au centre, le bleu du Mékong a été remplacé par du violet. Pourquoi ce changement? C'est le point clé. Ce changement de couleur, c'est une déclaration d'intention. Au Laos, le violet, traditionnellement, est la couleur de la sagesse. C'est la couleur des plus hauts conseillers du roi, des érudits. Ah donc, le choix est purement thématique. On remplace le fleuve Mékong, source de vie physique du pays, par la sagesse qui est la source de vie intellectuelle et spirituelle. C'est une logique implacable. C'est précisément ça. Et on peut même aller un peu plus loin. Dans l'imaginaire du Laos ancestral, le violet était aussi associé à l'immortalité, à la divinité. De nos jours, on l'associe à la puissance. Dans ce ruban, se symbolise pas seulement la connaissance pure, mais une sagesse qui est sacrée, puissante et qui guide la nation. La boucle est bouclée. C'est extraordinaire. Quand on fait le bilan, on partait d'une simple décoration officielle de 1955. Et en la démontant pièce par pièce, on a voyagé dans la mythologie hindoue avec Brahma. On a touché aux croyances animistes les plus profondes du Laos avec les 32 âmes. On a exploré le symbolisme national du Mékong et on a même croisé un parfumeur italien du XVIe siècle. Cela montre bien qu'un objet comme celui-ci est une véritable archive culturelle.
C'est un point de convergence où des récits millénaires et une identité nationale moderne qui était en pleine construction à l'époque se rencontrent, dialoguent et se renforcent mutuellement. Chaque détail est une porte d'entrée vers une facette de l'âme laotienne. Et pour terminer, ça soulève une dernière question. Cette médaille est née en 1955, on l'a dit, un moment charnière. Le Laos sort de la période coloniale. Il doit se définir, trouver une place dans un monde en plein bouleversement. Tout à fait. Et on pourrait se demander dans quelle mesure le choix, si délibéré de ces symboles extrêmement anciens et profondément ancrés, Brahma, l'Equan, la sagesse royale, n'était pas une manière très consciente, très politique de dire au monde que notre identité est solide. Elle ne date pas d'hier. C'était peut-être une façon d'affirmer une culture authentique et durable, non pas en rejetant le passé, mais au contraire en s'appuyant sur ses racines les plus profondes pour affronter les défis de la modernité. Merci beaucoup Pascal. Merci à vous. Très intéressant. Merci.